Nous sommes le 21 février 2020, vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue. Nous commencerons ce 13h au palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara a reçu hier jeudi une délégation du royaume du Hablin. Traduire leur gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement en faveur de leur région, voilà l'objet de cette visite à suivre en tout début de journal. Hier jeudi, le Premier ministre a tenu sa conférence de presse annuelle sur le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année qui démarre. Il est notamment revenu sur le dialogue politique sur le code électoral, dialogue qu'il a clos lundi après plus d'un mois de discussion et dont il est satisfait du résultat. L'ONU a publié hier 20 février un nouveau document accablant sur le Soudan du Sud. Après plusieurs rapports ou déclarations similaires restés à ce jour sans effet, ce rapport d'une cinquantaine de pages détaille les abus commis par les belligérants entre septembre 2018, date de la signature du dernier accord de paix, et décembre dernier. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier au palais de la présidence de la République avec une délégation du royaume du Hablin conduite par la reine-mère. Nanan Kwaku Koko et sa délégation disent être allés traduire leur gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement en faveur de leur région. Le compte-rendu de Viviane Haïm. C'est une délégation de la cour royale du Djouablin, forte d'une dizaine de membres, avec à sa tête la reine-mère Nanan Kwaku Koko, qui a été reçue en fin d'après-midi ce jeudi 20 février au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État avait à ses côtés, outre le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les ministres Pascal Kwaku Abinan et Siandou Fofana, tous deux fils de l'indénié Djouablin. Au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État, la délégation de la cour royale du Djouablin a expliqué à la presse le sens de sa démarche. Nous sommes venus voir le président pour lui dire d'abord un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour le peuple djouablin et à travers la reine-mère et les chefs de village. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir pour lui dire grand merci parce qu'il a beaucoup fait pour le peuple djouablin. Et Abé, et Abé. Voilà, l'infrastructure, nous a donné des ministres. Donc vraiment, nous sommes venus vraiment pour le remercier. Parce qu'il faut être reconnaissant. Si quelqu'un fait quelque chose pour toi, il faut être à mesure de pouvoir le remercier. C'est pour ça que nous sommes venus ce soir. On note que le royaume du Djouablin a son siège à Nibilekro, qui est un département de la région de l'indénié Djouablin. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République, lui a présidé ici à Abidjan le premier forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique. Un forum important quand on sait que l'Afrique ne capte pas plus de 5% des revenus générés par le tourisme à l'échelle mondiale. Initié par l'Organisation mondiale du tourisme, il vise à mobiliser les investissements en vue d'améliorer le potentiel touristique du continent. On en sait plus avec Mahama Traoré. Une végétation abondante, abritant des espèces animales aussi variées que rares, sans compter les sites balnéaires et historiques du nord comme au sud du continent. Malgré ce potentiel avéré, l'Afrique peine à tirer profit du tourisme. Le tourisme occupe un taux de croissance moyen des arrivées de l'ordre de 7% sur la période de 2000 à 2018, atteignant 1,4 milliard de touristes internationaux en 2018. L'Afrique, quant à elle, ne compte que seulement 5% des arrivées internationales, soit autour de 63 millions de touristes. Si l'offre touristique africaine veut améliorer ses 5% de recettes mondiales, il lui faudra investir. D'où ce premier forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique, organisé par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Le forum réunit les porteurs de projets et les bailleurs de fonds. Il vise aussi à échanger sur les défis qui touchent le tourisme africain. Le développement du secteur reste freiné par de nombreux goulots d'étranglement, notamment le faible niveau des investissements dans le secteur caractérisé par la faiblesse des infrastructures touristiques, la faible visibilité de nos destinations sur les marchés émetteurs de tourisme, l'insécurité grandissante qui anéantit les efforts de promotion consentis
par nos États et les opérateurs du secteur, la desserte aérienne internationale et continentale insuffisante et excessivement chère, la faible qualité des produits et services touristiques très souvent liés à une absence de formation aux métiers dans le secteur. Cette année, le secteur touristique mondial prévoit un taux de croissance de 3 à 4%. Cette tendance devrait se maintenir dans les années à venir. L'Afrique a donc sa place à prendre, selon le vice-président de la République. En ce qui concerne l'emploi, environ 8 millions de nouveaux emplois pourraient être créés dans ce secteur au cours des 10 prochaines années sur le continent. Ce secteur d'activité détient incontestablement un immense potentiel pour ouvrir des perspectives de développement à long terme en Afrique, à condition d'assurer bien sûr et maintenir une bonne gouvernance, à condition également de créer l'environnement de sécurité et de paix nécessaire, car nous savons tous, la paix est un préalable à tout développement durable. En matière d'investissement, la Côte d'Ivoire mise sur sa nouvelle stratégie de promotion touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Chiffré à 3 200 milliards de francs CFA, ce projet enregistre déjà plus de 7 000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement de la part des partenaires financiers. Il n'existe aucune alternative à la nécessité de se mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale. Ces mots sont d'Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre les a prononcés hier à l'occasion de sa conférence de presse annuelle sur le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour 2020. Il est notamment revenu sur le dialogue politique et sur le code électoral. Gabriel Zani revient pour vous sur l'aspect politique de ce bilan. Plus d'efforts au niveau sanitaire et sécuritaire, le tout doublé d'une gestion rigoureuse des finances publiques et d'une accélération des projets sociaux, c'est la priorité du Premier ministre de son gouvernement. Mais ce serait rien oublier le climat politique. Amadou Gon Coulibaly appelle donc à la responsabilité de tous les acteurs politiques. Il n'existe aucune alternative à la nécessité de tout mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale. Les enjeux politiques ne seront en aucun cas un obstacle à la construction de notre pays. Je voudrais en appeler à nouveau au sens de la responsabilité de chacun pour la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Pour le Premier ministre, le dialogue politique a des points d'accord non négligeables. J'ai procédé le lundi 17 février dernier à la clôture des discussions qui ont permis de dégager des points de convergence sur le parrainage citoyen, le relèvement de la caution pour les élections présidentielles, l'abaissement du taux de suffrage exprimé pour le remboursement de la caution et la prise de dispositions mettant fin à la transhumance des électeurs. Bien entendu, nous avons également enregistré des points de divergence et des recommandations communes pour une bonne organisation du scrutin. Ces points peuvent faire avancer les débats. Les défis politiques actuels ne doivent pas prévaloir sur la tenue de la présidentielle d'octobre, encore moins les questions de justice. En cela, le procès en appel de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à l'AI, le mandat d'arrêt émis contre Diom Soro, ne requiert nullement l'avis de l'État ivoirien, selon le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, qui est le pays où s'est commis tous ces crimes, ne peut pas être absent au procès. C'est une question de justice. Notre position constante au niveau gouvernemental a été de dire nous n'interférons pas dans les affaires de justice. Et à chaque fois qu'il y a eu une décision au niveau de la CPI, si vous lisez tous les communiqués du gouvernement, le gouvernement n'a fait que prendre acte de la décision que la CPI a prise. À la question de savoir si Amadou Gon Coulibaly est candidat à la présidentielle, il y répond. Le président de la République a indiqué que le comité politique du RHDP se réunira bientôt sous sa présidence pour définir les modalités, le calendrier de désignation du candidat du RHDP à l'élection présidentielle. En tant que Premier ministre, je peux vous dire que j'ai beaucoup de boulot. Et vous me voyez aller dans le Bois-Clair récemment, j'étais dans le Guémont, dans le Cavali, dans le Gore, pour aller toucher du doigt les réalités, dans le Tonkpi,
pour amener de l'eau, de l'électricité, conformément aux orientations du président. Donc moi, je fais donc mon travail. Une conférence de presse aux allures de bilan pour rappeler à l'équipe gouvernementale de fournir plus d'efforts. Les avancées économiques de la Côte d'Ivoire sont également indéniables, toujours selon le Premier ministre. Mais sur quoi s'appuie Amadou Gon Coulibaly pour le dire? C'est ce qu'on va savoir maintenant avec Cheikh Koné Aboubakar. Croissance économique, dette intérieure, marché financier, secteur agricole, environnement des affaires et soutien aux petites et moyennes entreprises. Voilà les 6 sous-thèmes clés qui ont constitué l'essentiel des questions d'ordre économique abordées par le chef du gouvernement. Depuis 2012, le taux de croissance est régulièrement maintenu à plus de 8%, même si l'année dernière, nous avons eu un taux de croissance de 7,5%. Il est actuellement l'un des plus élevés au monde, véritable témoin de la vitalité de notre économie. C'est un Amadou Gon Coulibaly alerte, concis et précis, qui s'est prêté aux questions des journalistes. Sur la question de la dette intérieure, le Premier ministre est voulu clair. À ce jour, l'encours de la dette intérieure est estimé à 272 milliards de francs CFA, avec une maturité de 30 jours sur un stock de 85 milliards de francs CFA, 60 jours pour un stock de 143 milliards de francs CFA et 90 jours pour un stock de 43 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour interpeller tous les acteurs dans la commande publique au respect de la rigueur budgétaire. Je vais lancer un appel aux opérateurs privés, mais en même temps à mes collègues membres du gouvernement. S'il n'y a pas une ligne budgétaire et que quelques démembrements de l'État veuillent contracter avec vous, je parle aux opérateurs privés, dites non, parce que pour chaque marché, pour chaque dépense, il faut que vous exigiez qu'il y ait une ligne budgétaire que l'on vous montre, le marché doit le comporter. C'est la ligne budgétaire qui permettra de pouvoir demain, par un engagement, arriver à un paiement. Pour ce qui est des levées de fonds sur les marchés financiers régionaux et internationaux, Amadou Gon Coulibaly a partagé la vision du gouvernement pour l'exercice 2020. C'est 1002 milliards de francs CFA que nous devons lever sur le marché sous-régional et sur ce que nous devons lever au plan international, je crois que la part eurobond est de 230 milliards de francs CFA. S'agissant de l'éclosion des champions nationaux dans le tissu économique local, Amadou Gon a fait l'annonce de bonnes nouvelles pour le secteur privé. Mais nous avons travaillé avec le patronat et sur une liste d'entreprises dans différents secteurs que le patronat considère méritant d'être soutenus. Le délai que nous nous sommes fixés, puisque c'est votre question, c'est qu'au cours du premier semestre de l'année 2020, nous nous accordions avec le patronat, que nous accordions exactement sur ce que l'État de Côte d'Ivoire doit faire pour les accompagner. À ce projet, le Premier ministre a rappelé que tout est mis en œuvre pour soutenir les PME locales. Un engagement matérialisé par un relèvement de la participation des PME locales dans la commande publique, passé de 20 à 40%. D'autres sujets d'ordre économique ont été abordés, notamment les dispositions prises pour éviter la fuite de l'anacarde ivoirien dans les pays voisins, mais également les réformes structurelles pour une amélioration significative du climat des affaires. Dans l'ensemble, l'économie ivoirienne se porte bien, a rassuré Amadou Gon Coulibaly. C'était un récit de Cheikh Koné du service économie de la rédaction. Ce n'est pas tout. Face à son auditoire essentiellement composé de journalistes, de ministres et membres des cabinets, Amadou Gon Coulibaly a également vanté l'action du gouvernement, en particulier dans le domaine du social. On en parle avec Serge Collia. Le social, toujours au cœur de l'action gouvernementale. Cette directive du président de la République continue de rythmer les initiatives et programmes d'activité mis en œuvre par le Premier ministre et son gouvernement. Le gouvernement devra poursuivre ses efforts dans tous les domaines de l'action sociale. La CMU connaîtra son régime de croisière par la parfaite coordination et mise en œuvre de toutes ses composantes. Nous devons non seulement améliorer l'offre de services publics en matière d'éducation, d'électrification, d'assainissement, de transport, mais également mettre en œuvre des politiques plus efficaces
pour la promotion d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes. Dans le cadre du programme social du gouvernement et conformément aux nouvelles orientations du président de la République, le gouvernement poursuivra ses efforts en agissant sur les prix des produits de première nécessité afin d'améliorer le quotidien des Ivoiriens, en apportant le soutien de l'État à plus de familles vulnérables à travers les filets sociaux productifs. Pour toucher davantage du doigt les réalités de ses concitoyens et concitoyennes, Amadou Gon Coulibaly a parcouru la Côte d'Ivoire, du Tongui au Cavali, en passant par le Guémon, du Go aux confins des régions de l'Indéni-Djuablin, du Gontougo, ou plus récemment, dans le Boclé, il a déployé la politique d'adduction en eau potable pour le bonheur de milliers d'habitants. La politique d'électrification, quant à elle, se porte au mieux. Lorsque le président de la République est arrivé en fonction, le taux d'électrification dans le pays était autour de 33%, taux de couverture. Nous sommes à fin 2019 à 69% de taux de couverture et nous serons à la fin de l'année 2020 à 80% de taux de couverture. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et l'engagement qui a été pris d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants sera tenu à la fin de l'année 2020. Et il nous restera environ 1700 villages à électrifier pour avoir l'électrification totale du pays. Ces 1700 autres villages qui sont des villages en dessous de 500 habitants seront électrifiés sur la période 2021-2025. Donc on est là dans une dynamique extraordinaire. Le Premier ministre s'engage à poursuivre dans cette dynamique de développement avec 44 milliards de francs CFA à investir pour un meilleur accès à l'eau dans le district d'Abidjan. Amadou Gon Coulibaly, à travers toutes ces actions de développement, entend entretenir l'espoir d'une Côte d'Ivoire qui va de succès en succès. Vous l'avez vu, le Premier ministre a fait de cette conférence de presse un moyen important de communiquer à la population les actions du gouvernement. Ils étaient plus d'une soixantaine de médias nationaux et internationaux pour environ une centaine de journalistes qui ont répondu présents à la conférence. Adama Koné faisait partie du collège de journalistes RTI 1 mobilisé pour l'occasion. Il nous livre ici les contours de la rencontre. L'exercice est devenu une tradition. Donner aux journalistes des informations de première main sur l'action du gouvernement et livrer les projections sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce jeudi 20 février, c'est à 11h que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait son entrée à l'auditorium de la primature. Il a rendez-vous avec 96 journalistes venant de 64 médias nationaux et internationaux. Mais dans la salle également, des ministres, des responsables de sociétés, des représentants d'institutions internationales et des ambassadeurs, entre autres. En 14 minutes, Amadou Gon Coulibaly dresse le tableau de l'action gouvernementale. Il insiste sur 4 défis. La paix et la sécurité, la poursuite des projets en cours, la poursuite de la gestion rigoureuse des finances publiques et l'amélioration du climat des affaires. Petit intermède vidéo après son intervention, liminaire, puis place à la série de questions-réponses. Au total, 12 journalistes évoquent tour à tour leurs préoccupations. L'échange dure 1h30. Le Premier ministre reste fidèle à l'esprit d'ouverture et apporte sans faux fuyant les réponses aux questions. Au bout de 2 heures de conférence, Amadou Gon Coulibaly, le cœur léger, partage un sentiment fort. Ce que je sens, c'est que partout où je suis passé, je suis allé dans le Tongui. Mabri peut le témoigner. Nous avons tourné dans des villages et partout. Je suis allé dans le Guémon. Je suis allé dans le Cavali. Je suis allé dans le Gor, à Oumé, à Gagnoa. J'ai rencontré les chefs traditionnels. Je viens du Boclé. Partout où je suis allé, dans toutes les discussions que j'ai eues, avec les chefs traditionnels, avec les jeunes, les femmes, j'ai senti réellement que le pays est réellement réconcilié, que les populations vivent ensemble. C'est une réalité du vécu quotidien dans le pays.
c'est au niveau des hommes politiques que nous devons tout faire pour gérer donc le langage, pour ne pas avoir des messages donc de haine, des messages qui opposent des populations donc aux autres. Aller sur le terrain aussi pour écouter, voir, sortir de tout ce que les journaux écrivent, de tout ce qui est sur les réseaux sociaux, et puis vivre avec la population, le réel, ce que les gens vivent, c'est quelque chose d'absolument instructif. Et moi, je souhaite que beaucoup de personnes aillent comme ça à l'intérieur pour aller voir la réalité du vécu quotidien donc, des Ivoiriens. Le Premier ministre achève ainsi sa 5e grande rencontre avec les journalistes depuis sa nomination en janvier 2017. Voilà pour le chapitre conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On va à Yamoussoukro pour parler d'une toute autre rencontre. Premier exercice budgétaire en mode budget-programme, enjeux et défis. C'est le thème de cette séance de travail au cours de laquelle le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État à travers sa direction générale en charge du budget et des finances a fait un point de ses enjeux et de ses défis. Le reportage de Kader Sogodogo, RTI Boaké. Depuis le 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la gestion des finances publiques, a complètement basculé en mode budget-programme. Un processus qui a démarré en 2019. Un début prometteur. L'exercice 2019 a été marqué par le basculement en mode budget-programme avec l'élaboration du premier budget-programme de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je puis affirmer, sans risque de me tromper, que la Direction générale du budget et des finances a pu relever ce grand défi. Je voudrais également souligner la production de notre premier budget citoyen. Dans le cadre de son bilan annuel et de ses perspectives à venir, la Direction générale du budget et des finances place sa rencontre 2020 sous le thème « Premier exercice budgétaire en mode budget-programme, enjeux et défis ». À Yamoussoukro, il s'agit de serrer le boulon et de maintenir le cap. Les attentes de la tutelle sont nombreuses. J'ai grand espoir que les conclusions de vos travaux aboutiront à des engagements qui permettront effectivement d'accélérer le développement de notre pays par une gestion efficiente de ses ressources budgétaires au profit des populations. Bilan de l'élaboration du budget 2020 en mode budget-programme, présentation du circuit d'exécution, ordonnance portant code des marchés publics, des thématiques au menu des travaux qui vont durer 2 jours. Au bout, l'efficacité du système des finances publiques de Côte d'Ivoire. On revient ici à Abidjan. Nommé le 29 janvier dernier, le président de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, René Bourgoin, anciennement directeur général, a pris fonction. Il remplace à ce poste Ibrahim Sissavané. Issa Yehou était à la passation de charge cette semaine. Anciennement directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, René Bourgoin est désormais le nouveau président de cette institution. Il a été nommé le 29 janvier dernier en remplacement du ministre Ibrahim Sissavané. René Bourgoin a pris fonction après la passation des charges entre lui et le président sortant. Je vais vous dire au revoir, mais le travail continue avec le président René Bourgoin que vous connaissez et qui vous connaît. Je n'ai pas le moindre doute qu'avec lui et la participation de vous tous, la ACA, sereinement, mais avec la détermination et dans l'équité, dans l'esprit de conciliation, accomplira sa part d'effort que lui demande le pays. J'accueille cette nomination, non sans fierté, mais avec responsabilité et humilité, car parfaitement conscient de l'importance et de l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que des défis à relever. Monsieur le ministre Ibrahim Sissavané, vous allez beaucoup manquer à notre communauté de régulateurs de l'audiovisuel et je me réjouis de ce que tous nos homologues, tout en saluant chaleureusement la décision du président de la République pour ce passage de témoin, ne manquent pas de vous rendre un hommage mérité. René Bourgoin a opté pour la continuité tout en assurant l'indépendance de la ACA. Ses axes prioritaires:
le renforcement institutionnel de la ACA, le développement de la régulation de l'audiovisuel à l'ère du numérique et l'amélioration de la qualité des programmes audiovisuels. Il est diplômé de la faculté de droit et sciences politiques des Saint-Maur de l'université de Paris 12, puis de la faculté de la Haute-Normandie. Et toujours cette semaine, ici à Abidjan, l'indicateur genre était au cœur d'un atelier initié par l'ONEG, l'Observatoire national de l'équipe et du genre. Vous pouvez le voir là en image, les participants ont planché sur plusieurs points relatifs à l'équité du genre. Ils ont également proposé des pistes de solutions pour réduire les inégalités. Abdoulaye Koné nous en dira plus dans nos prochains journaux. Dans le cadre du partenariat entre l'Institut national de santé publique et l'Institut de recherche pour le développement, une convention entre le Consulat général de France et l'INSP vient d'être signée. Une convention pour faciliter l'obtention du visa aux agents de l'Institut de santé qui vont très souvent en mission de formation ou de recherche dans l'espace Schengen. Godefroy Okambawa pour les détails. Cette signature de convention est l'expression de la bonne santé des relations de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Les agents de l'Institut national de santé publique bénéficieront désormais, dans le cadre des missions de formation et de recherche, d'une procédure simplifiée pour l'obtention du visa. Comme l'a dit le président Macron encore récemment lorsqu'il est venu invité par le président Ouattara, la France souhaite promouvoir la mobilité légale tout en combattant l'immigration irrégulière. L'accord de partenariat entre l'INSP et le Consulat général s'intègre naturellement dans le premier cas, à savoir de promouvoir la mobilité légale. Et ce partenariat permettra d'une part d'avoir un guichet dédié auprès de notre prestataire, d'avoir un interlocuteur au service des visas. Cette mobilité va être désormais facilitée à travers la signature d'une convention de partenariat qui obéit à des procédures. Je voudrais encore, au nom de l'INSP, vous dire merci. Merci infiniment. Cette convention va faciliter la mobilité professionnelle des agents de l'INSP vers la France. Depuis 2018, plus de 70% des demandes de visa sont délivrées par le consulat de France. À quelques semaines de la double confrontation face à l'équipe nationale de Madagascar pour les 3e et 4e journées des éliminatoires pour la CAN 2021, la Côte d'Ivoire dit bye-bye à son sélectionneur. Le président de la Fédération ivoirienne de football et Kamara Ibrahim ont échangé hier, puis ils ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. L'aventure de Kamara Ibrahim en tant qu'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire a officiellement pris fin le jeudi 20 février 2020. Si le bruit de son limogeage courait depuis quelques jours, l'information a été rendue publique par la Fédération ivoirienne de football sur son site officiel. À l'issue des échanges courtois, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. La Fédération ivoirienne de football remercie le sélectionneur national Ibrahim Kamara pour son apport fort appréciable aux équipes nationales et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Peut-on lire dans le communiqué signé par le directeur exécutif Samé Tiassé. Nommé sélectionneur des éléphants le 30 juin 2018 en remplacement du Belge Marc Wilmotte, Kamara Ibrahim quitte ainsi l'encadrement technique des éléphants à 4 mois de la fin de son mandat. En 21 matchs, toutes compétitions confondues, sous ses ordres, les éléphants totalisent un bilan de 13 victoires, 3 nuls et 5 défaites, dont la dernière remonte au mardi 19 novembre 2019 contre l'Éthiopie en éliminatoire de la CAN 2021. Et je vous le disais en titre, l'ONU a publié le 20 février hier donc un nouveau document accablant sur le Soudan du Sud, après plusieurs rapports ou déclarations similaires restées à ce jour sans effet. Encore une fois, le vocabulaire de l'ONU est sans ambiguïté, je cite, « Des millions de civils sud-soudanais ont été délibérément privés d'accès aux services de base et nombre d'entre eux sont délibérément affamés, tandis que les revenus nationaux ont été détournés par les politiciens du pays. » Fin de citation. Voilà ce qu'estime le rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur le Soudan du Sud. Ce rapport d'une 50aine de pages détaille les abus commis par les belligérants entre septembre 2018, date de la signature du dernier accord de paix, et décembre dernier. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur RTI 1 et sur RTI.ci. Je reviens demain, ici même, sur la chaîne qui rassemble.